En ce moment même, environ 100 000 particules de matière invisible traversent chaque centimètre carré de votre corps. Vous ne les sentez pas. Elles n'interagissent pas avec vos atomes, et personne ne sait ce qu'elles sont. Cela ne posait aucun problème jusqu'à ce qu'on pointe un télescope de 10 milliards de dollars vers le bord de l'univers et qu'il commence à renvoyer des données qui ne devraient pas exister. En moins de 2 ans, le télescope spatial James Webb a produit plus d'une douzaine de découvertes qui contredisent directement la physique que nous utilisons pour expliquer pourquoi la matière tient ensemble, pourquoi les étoiles se forment et pourquoi nous nous sentons solides alors que nous sommes à 99,9% constitués de vide. Des trous noirs plus vieux que la première étoile. Des galaxies auxquelles nos équations donnent 0% de chance d'exister. Un univers qui s'étend à 2 vitesses différentes. Des indices que les constantes qui maintiennent nos atomes stables pourraient être en train de dériver. Et rien ne s'améliore. Chaque nouveau paquet de données aggrave la situation. Alors, de quoi sommes-nous réellement faits? Et combien de temps cela tient-il? Nous savons tous que cette planète a une date de péremption. Le Soleil qui chauffe, les astéroïdes, la dégradation du champ magnétique. D'une façon ou d'une autre, la Terre arrive à son terme. Nous avons donc besoin d'un plan de secours. Et en trouver un est l'un des défis les plus difficiles de la science. Des décennies de travail, des milliers de chercheurs, des milliards d'euros, des missions entières construites pour faire une seule chose, scanner le ciel et trouver un monde où nous pourrions survivre. En 2017, on a cru que la recherche était terminée. Un télescope au Chili a repéré 7 planètes rocheuses en orbite autour d'une étoile calme appelée TRAPPIST-1, à 40 années-lumière de nous. 3 de ces planètes se trouvaient exactement à la bonne distance de leur étoile, là où les températures permettent à l'eau liquide de rester en surface. Elles avaient approximativement la taille de la Terre. Et cela compte, parce que lorsqu'on a une planète rocheuse de cette taille, à cette distance d'une étoile, la physique est simple. Quand la planète refroidit après sa formation, les gaz piégés dans la roche s'échappent vers la surface. Du dioxyde de carbone, de l'azote, de la vapeur d'eau. C'est exactement le même processus qui a donné à la Terre sa première atmosphère. Ces planètes auraient donc dû avoir des atmosphères. Elles auraient dû réunir les conditions nécessaires à la présence d'eau. Ce n'est pas de l'espoir, c'est de la physique. Et pendant 10 ans, TRAPPIST-1 a été la meilleure réponse que l'humanité avait trouvée. Alors, que s'est-il passé quand on a vraiment regardé? En 2023, le télescope James Webb a pointé son capteur infrarouge sur TRAPPIST-1b et mesuré la chaleur qui émanait de sa surface. Si une planète possède une atmosphère, même fine, la chaleur se redistribue d'une manière spécifique. Webb n'a rien vu de tel. Juste de la roche nue, rayonnant son énergie directement dans l'espace. Pas de gaz, pas d'air, aucune enveloppe d'aucune sorte. Une planète en moins. Peut-être était-ce une exception. En 2024, Webb a vérifié TRAPPIST-1c. Même instrument, même méthode, même réponse vide. Mais attendez, ces planètes ont la bonne taille, la bonne distance. Elles ont eu des milliards d'années pour produire du gaz. Selon toutes les règles que nous comprenons sur la formation des mondes, l'atmosphère devrait être là, et elle n'y est pas. Alors où est-elle passée? Quel type de force peut traverser un système solaire entier et arracher l'atmosphère non pas d'une, mais de 2 planètes qui, selon toutes les lois connues, devraient en posséder une? Et si notre meilleure option, l'endroit le plus prometteur que nous ayons jamais trouvé, est déjà dépouillé jusqu'à l'os, qu'est-ce que cela nous dit sur tout le reste? Et honnêtement, nous avons déjà découvert ce qu'il a fait. Et cela ne rend pas les choses plus rassurantes. Selon les données que Webb a extraites du système TRAPPIST-1, ce n'était pas un astéroïde. Ce n'était pas un événement aléatoire. C'était l'étoile elle-même, l'étoile autour de laquelle ces planètes orbitent. TRAPPIST-1 bombarde ses propres planètes avec des éruptions de plasma surchauffé toutes les quelques heures.
12 fois plus puissante que n'importe quel modèle ne l'avait prédit. Chaque éruption arrache un morceau supplémentaire d'atmosphère directement depuis la surface. Et les planètes doivent être proches de l'étoile parce que c'est la seule distance à laquelle suffisamment de chaleur les atteint pour que la vie ait ne serait-ce qu'une chance. Mais cette même distance est ce qui les tue. Trop près pour vivre. Alors est-ce juste une étoile défaillante? Qu'en est-il de toutes les autres? 75% de toutes les étoiles de la Voie lactée sont du même type que TRAPPIST-1, 3 sur 4. Ce n'est pas un système isolé défectueux, mais peut-être que si une planète est suffisamment massive, elle peut encaisser les coups et conserver son atmosphère. Et bien sûr, les scientifiques sont partis chercher exactement ce type de planète. Ils ont pris chaque monde que Webb a mesuré et les ont classés sur un graphique simple. La masse de la planète d'un côté, la quantité de radiation qu'elle reçoit de son étoile de l'autre. Et une ligne nette est apparue. Imaginez une ligne noire tracée dans l'air juste devant vous. Tout ce qui est au-dessus de cette ligne, la vie est possible. Tout ce qui est en dessous, la vie est impossible. Presque chaque planète vérifiée tombe sous cette ligne. Le problème est toujours là. À tout moment, notre système pourrait être terminé. Et trouver un autre système comme le nôtre, où l'étoile réchauffe et protège au lieu de détruire, c'est l'une des combinaisons les plus rares de la galaxie. Moins de 8% de toutes les étoiles sont comme notre Soleil. Alors que faire avec cela? Ou même commencer à chercher? Nous sommes assis sur la seule planète qui a fonctionné, autour du seul type d'étoile qui ne tue pas ses propres mondes. Et cette étoile continue de chauffer. Les probabilités étaient déjà contre nous avant que nous pointions Webb vers le ciel, et maintenant elles sont pires. Mais au moins, nous connaissons les probabilités, n'est-ce pas? Au moins les chiffres ont du sens, et peut-être que nous trouverons une solution un jour. Il le faut, il n'y a pas d'autre option. Mais voilà le problème avec ces chiffres. Chaque mesure dont nous venons de parler, les zones habitables, la ligne de démarcation, les 8%, tout cela repose sur la physique. Et cette physique touche directement votre vie quotidienne. Chaque médicament que vous prenez, chaque avion que vous prenez à Roissy ou à Lyon-Saint-Exupéry, chaque signal GPS qui vous indique votre position, tout cela fonctionne grâce aux mêmes lois de la physique qui pourraient ne pas être aussi solides qu'on le pensait. Et la prochaine découverte de Webb explique exactement pourquoi. Après tout ce que nous venons de traverser, il y a une chose à laquelle nous nous accrochons encore. Le temps. Nous continuons de dire que nous en avons. 1 milliard d'années avant que le Soleil ne devienne trop chaud. Peut-être plus si nous trouvons la bonne planète. Les calculs le disent. Mais d'où vient réellement ce chiffre? Comment savons-nous combien de temps il nous reste? Cela provient d'une seule mesure. La vitesse d'expansion de l'univers. Si vous la connaissez, vous pouvez calculer l'âge de tout, la distance entre tout, et combien de temps avant que tout ne s'éloigne, au point que rien ne puisse survivre nulle part. C'est la seule horloge que nous possédons. Alors, à quel point sommes-nous confiants que cette horloge est juste? En 2023, une équipe de l'université Johns Hopkins a utilisé Webb pour vérifier. Ils ont pointé vers une étoile qui avait explosé de l'autre côté de l'univers, et sa lumière avait été courbée et séparée en 3 copies par une galaxie massive située sur le trajet. Comme si vous regardiez une bougie à travers le fond d'un verre et que vous voyez 3 flammes. Vous mesurez le décalage temporel entre les copies et vous obtenez une distance précise. Pas de devinette, pas de modèle, juste de la géométrie. Leur réponse était 73. Nous avons donc un chiffre. Le débat est-il clos? Non, parce qu'une équipe distincte a utilisé une méthode complètement différente. Ils ont pris la lumière la plus ancienne de l'univers, la lueur résiduelle du Big Bang, et ont travaillé en sens inverse. Des instruments différents, des mathématiques différentes, des hypothèses différentes. Leur réponse était 67. Alors, lequel est juste? 73
ou 67? Les deux méthodes sont propres. Les deux ont été vérifiées pendant des années. Peut-être qu'une équipe a fait une petite erreur quelque part. Sauf que l'écart entre ces deux chiffres n'est pas petit. La probabilité que ce soit une erreur aléatoire est inférieure à une chance sur 3 milliards. En science, cela signifie que ce n'est pas une erreur, c'est réel. Et voici pourquoi cela vous concerne directement. Si le vrai chiffre est 73, l'univers s'étend plus vite que ce que nous avions calculé. L'énergie sombre, la force qui écarte tout, est plus puissante que ce que nous pensions. Et la fenêtre dans laquelle la vie peut exister quelque part est plus courte. De combien? Personne ne le sait. Nous avons planifié autour d'1 milliard d'années. Et ce chiffre pourrait être faux, pas légèrement décalé, construit sur une mesure qui se contredit elle-même. Donc en ce moment, nous ne savons pas réellement combien de temps il reste à quoi que ce soit. Et les personnes dont le métier est de le déterminer ne peuvent pas se mettre d'accord sur quelle réponse est la bonne. Non pas parce qu'elles n'ont pas essayé, mais parce que plus elles essaient, pire c'est. Qui sont ces deux équipes? Et pourquoi ne peuvent-elles pas simplement s'asseoir et trouver la solution? La première est dirigée par Adam Rees à Johns Hopkins, prix Nobel. Il mesure le taux d'expansion à l'aide de supernovae depuis plus de 20 ans. Son chiffre est 73 et il a mis sa carrière en jeu dessus. La seconde est Wendy Friedman à l'Université de Chicago, également l'un des noms les plus respectés en cosmologie. Elle a utilisé une approche différente, recalibré tout depuis zéro et continue d'obtenir un résultat plus proche de 67. Ce ne sont pas deux laboratoires obscurs en désaccord sur un détail technique. Ce sont deux des meilleures personnes vivantes dans ce domaine, et elles se disent publiquement que l'autre a tort. La solution évidente est donc de faire appel à une troisième personne, quelqu'un en dehors des deux camps avec une méthode totalement indépendante. En 2024, une équipe dirigée par Daniel Skolnick et Dylan Brut a fait exactement cela. Ils ont utilisé un type différent de supernova, un calibrage différent, un jeu de données différent, des yeux neufs, un départ propre, et le résultat ne s'est pas posé sur 73. Il ne s'est pas posé sur 67 non plus. Il a atterri quelque part entre les deux, en accord avec aucun des deux. 3 méthodes, 3 réponses. Le problème ne s'est pas réduit. Il a grossi. Et ce n'est pas comme si personne n'avait essayé de corriger les modèles. Entre 2023 et 2025, des équipes à travers le monde ont tout essayé. Peut-être qu'il existe un type d'énergie sombre qui était plus forte dans l'univers primitif et plus faible maintenant. Peut-être que la gravité fonctionne différemment à très grande échelle. Peut-être qu'il existe une particule que nous n'avons pas encore découverte. Ils ont testé chaque correctif imaginable et aucun n'a comblé l'écart. L'écart est resté là, 2 fois plus grand que ce qu'aucun modèle ne peut expliquer. Réfléchissez à où cela nous laisse. Nous sommes debout sur une planète qui manque de temps. Et l'instrument que nous utilisons pour mesurer combien de temps il nous reste donne des réponses contradictoires. Chaque tentative de correction a échoué. Les 2 personnes les plus qualifiées pour résoudre le problème ne sont pas d'accord. Et l'écart ne se ferme pas. Il grandit. La fondation sur laquelle toute la cosmologie moderne est construite a une fissure. Et personne ne sait à quelle profondeur elle va. Mais peut-être que le vrai problème n'est pas que nous ne pouvons pas mesurer l'univers correctement. Peut-être que le vrai problème, c'est ce que Webb a trouvé quand il a cessé de regarder comment l'univers fonctionne et qu'il a commencé à regarder de quoi il est fait. Parce que ce qu'il a trouvé change ce que vous pensez être. Quelque chose là-dehors tue la vie. Pas seulement sur les planètes autour d'étoiles dangereuses, pas seulement dans des systèmes hostiles, partout. Et nous le savons grâce à ce que Webb a découvert ensuite. En 2024, il a pointé vers une galaxie en dehors de la Voie lactée et détecté du benzène, l'une des molécules fondamentales à partir desquelles votre ADN est construit, flottant simplement dans l'espace ouvert, dans une galaxie complètement différente. La même année, il a trouvé une planète appelée CT-Cha-B, qui n'a même pas encore fini de se former. Et elle possède déjà des molécules organiques
qui s'assemblent autour d'elle toutes seules. La recette de la vie n'est donc pas rare. Elle est automatique. Elle se construit d'elle-même partout où il y a de la poussière et de l'énergie. Et elle fait cela à travers tout l'univers depuis 13 milliards d'années. Donc la vie devrait être partout à présent. Il y a 4 milliards d'étoiles semblables au Soleil dans la Voie lactée. 1 sur 5 possède une planète rocheuse à la bonne distance pour l'eau. Cela fait 800 millions de mondes avec les bonnes conditions et des milliards d'années pour travailler avec. Et nous n'avons jamais reçu un seul signal de l'un d'entre eux. La vie démarre, mais elle ne survit pas. Pourquoi? En 1996, un économiste nommé Robin Hanson a proposé une idée appelée le grand filtre. Quelque part entre la chimie morte et une civilisation capable d'envoyer un signal, il y a un mur. Une étape si difficile ou si mortelle que presque rien ne parvient à la franchir. Et nous ne savons pas où se trouve ce mur. Est-il derrière nous ou devant nous? En 2014, 2 astrophysiciens, Tesvi Piran et Raúl Jiménez, ont calculé que les sursauts gamma, des explosions isolées d'étoiles mourantes suffisamment puissantes pour stériliser toute une région d'une galaxie, pourraient avoir anéanti la surface de 90% de toutes les planètes de la Voie lactée au moins une fois au cours du dernier milliard d'années. Pas une mort lente, un éclair, et tout ce qui se trouve en surface disparaît. Et la planète ne sait jamais que cela arrive. Mais même cela n'explique pas tout, parce que certaines planètes devraient survivre. Certaines devraient se trouver au bon endroit, au bon moment. 800 millions de chances sur des milliards d'années, et pas un seul signal. Peut-être que ce n'est pas une seule chose. Peut-être que c'est quelque chose que nous ne pouvons même pas encore nommer. Peut-être que l'univers a une façon d'arrêter la vie que nous n'avons pas découverte, parce que nous n'avons pas été vivants assez longtemps pour voir cela se produire ici. Et c'est la partie qui reste avec vous. Nous ne savons pas ce que c'est. Nous ne savons pas si cela nous a déjà dépassés ou si c'est encore devant nous. Nous savons juste que 800 millions de mondes avaient tout ce dont ils avaient besoin et qu'aucun d'entre eux n'y est arrivé. Et quoi que ce soit qui les ait arrêtés, nous n'avons aucune raison de croire que cela ne peut pas nous atteindre. Mais peut-être que quelque part, quelque chose a réussi à passer. Webb a trouvé ce qui ressemble à un signe de vie sur un autre monde, et ce qu'il a trouvé ne rend pas les choses meilleures. En 2023, Webb a été pointé vers une planète appelée K2-18b, 8 fois et demi la masse de la Terre, à 120 années-lumière. Et dans son atmosphère, il a détecté du sulfure de diméthyle. Sur Terre, le sulfure de diméthyle n'est produit que par des organismes vivants, principalement le plancton océanique. Il n'existe aucun processus géologique connu qui le crée. Quand Webb l'a vu dans l'atmosphère d'un autre monde, cela signifiait exactement ce que vous pensez. Quelque chose sur cette planète pourrait être vivant. Alors, avons-nous trouvé la vie? Peut-être. Mais voici le problème, que 2-18b n'est pas un endroit où l'on peut aller. La température en surface dépasse les 120 degrés Celsius. L'atmosphère est épaisse d'hydrogène et de méthane. S'il y a un océan, ce n'est pas de l'eau que vous reconnaîtriez, et la pression écraserait tout ce qui est construit comme vous avant même que vous n'approchiez de la surface. L'unique endroit où Webb a trouvé un signe possible de vie est un monde qui vous tuerait en quelques secondes. La chimie a survécu. Vous, non. Et c'est étrange, parce que cela signifie que ce qui tue la vie partout ailleurs a soit manqué cette planète, soit n'a pas pu l'atteindre. Mais ce qui a survécu ne ressemble en rien à nous. C'est quelque chose qui prospère dans des conditions dont nous ne pouvons même pas nous approcher. Peut-être que la vie réussit à franchir le filtre, mais seulement le type de vie qui peut supporter l'enfer. Et le type qui a besoin d'un monde calme et stable comme le nôtre, le type qui développe des yeux, des poumons et des cerveaux, peut-être que ce type-là n'y arrive jamais. Mais voici la partie qui vous touche vraiment. Nous n'avons pas besoin d'aller à 120 années-lumière pour vérifier si la vie existe ailleurs.
Europe, l'une des lunes de Jupiter, est juste ici, dans notre propre système solaire. En 2023, Webb a détecté du dioxyde de carbone à sa surface. Et nous savons déjà qu'il existe un océan liquide sous la glace. De l'eau salée maintenue chaude par l'attraction gravitationnelle de Jupiter qui comprime le noyau de la Lune. Un océan avec de l'énergie, du carbone, la même chimie qui a lancé la vie sur Terre. Et il est là depuis des milliards d'années. Et nous n'avons jamais rien envoyé pour vérifier. Pas une seule fois. Il pourrait y avoir de la vie plus proche de nous que n'importe quelle étoile que nous ayons jamais étudiée. Et nous n'avons pas regardé. Alors, de quoi avons-nous réellement peur? Parce que la prochaine chose vers laquelle Webb a tourné ses instruments n'était pas une planète. Ce n'était pas une étoile. C'était l'espace vide entre elles. Et ce qu'il y a trouvé ne devrait pas exister. En ce moment, quelque chose tire chaque atome de votre corps vers l'extérieur. Pas assez vite pour que vous le sentiez, pas encore. Mais cela accélère. Cela s'appelle l'énergie sombre et elle constitue 68% de tout ce qui existe. Personne ne sait ce que c'est. Tout ce que nous savons, c'est ce qu'elle fait. Elle étire l'espace lui-même. La distance entre tout augmente et chaque année, elle augmente plus vite. Comment savons-nous que c'est réel? En 2023, Webb a capté la lumière d'une supernova appelée SNH0PE qui a explosé il y a 9 milliards d'années. Un amas de galaxies entre nous et l'explosion a courbé la lumière et l'a séparée en 3 images, arrivant à des moments différents. Les écarts temporels ont dit aux scientifiques exactement à quelle distance se trouvait l'explosion et à quelle vitesse l'espace entre nous et elle s'est étiré. La réponse était claire. L'expansion ne ralentit pas, elle accélère. Que signifie cela pour nous? D'abord, les galaxies en dehors de la nôtre disparaissent. L'espace entre nous et elles s'étire plus vite que leur lumière ne peut le traverser. Elles brûlent encore, mais nous ne les reverrons jamais. Puis cela atteint notre galaxie. Les étoiles s'éloignent les unes des autres. Les planètes de leurs étoiles. Et si cela ne s'arrête pas, et rien de ce que nous avons mesuré ne suggère que cela s'arrêtera, cela atteint des choses plus petites, les molécules, puis les atomes. Les physiciens appellent cela le Big Rip. La même force qui sépare les galaxies en ce moment finit par déchirer chaque atome de votre corps de l'intérieur vers l'extérieur. Quand? Personne ne peut le dire parce que personne ne sait quelle loi l'énergie sombre suit. Nous sommes à l'intérieur de quelque chose qui se déchire et nous ne pouvons même pas le nommer. Mais est-ce la première fois? L'univers s'est-il toujours déchiré? Ou est-ce quelque chose de nouveau? En 2023, Webb a observé plus de 250 galaxies datant des 2 premiers milliards d'années de l'univers. Ce qu'il a vu ne ressemblait en rien à aujourd'hui. Des collisions, des fusions, des galaxies se déchirant mutuellement. Aucune structure, aucun ordre. L'univers a passé la majeure partie de son histoire dans le chaos. Tout ce que nous voyons maintenant, les orbites stables, le ciel calme, les saisons prévisibles, est apparu tardivement. Le chaos est là où tout a commencé. Et si l'énergie sombre continue d'accélérer, le chaos est là où tout finira. Et nous sommes au milieu, sur une planète qui n'existe que parce que le chaos s'est interrompu suffisamment longtemps pour que quelque chose se forme. Combien de temps dure cette pause? Personne ne peut nous le dire. Mais peut-être que rien de tout cela n'a d'importance si nous ne comprenons pas comment cela a commencé. Parce que quand Webb a regardé les premiers centaines de millions d'années, il a trouvé des objets si massifs qu'aucune loi de la physique ne peut expliquer comment ils sont arrivés là aussi vite. Et ils sont partout. Il y a un trou noir au centre de notre galaxie. En ce moment, 4 millions de fois la masse de notre Soleil. Tout dans la Voie lactée, chaque étoile, chaque planète, chaque système solaire, y compris le nôtre, orbite autour de lui. Nous tournons autour depuis la formation de la Terre.
Et nous continuerons jusqu'à ce que quelque chose s'arrête. Il s'appelle Sagittaire A étoile. Et la plupart du temps, il ne fait rien. Il absorbe un peu de gaz, reste tranquille. C'est la version que nous connaissons. Mais il y a environ 2 à 4 millions d'années, il s'est réveillé. Il a commencé à aspirer d'énormes quantités de gaz et de matière. Et quand il l'a fait, il a projeté 2 jets d'énergie si puissants qu'ils ont percé la galaxie entière au-dessus et en dessous du disque. Nous pouvons encore voir les cicatrices. On les appelle les bulles de Fermi, 2 structures de gaz surchauffées s'étendant sur 25 000 années-lumière dans chaque direction. Ce n'est pas un trou noir ancien au bord de l'univers, c'est le nôtre. Notre trou noir a fait cela, puis il s'est rendormi. Alors qu'est-ce qui l'a réveillé? Qu'est-ce qui déclenche quelque chose comme cela? Et comment savons-nous que cela ne se reproduira pas? Parce que quand Webb a observé les 500 premiers millions d'années de l'univers, il a trouvé des trous noirs supermassifs partout, entièrement formés, ancrant déjà des galaxies. Et il ne dormait pas. Il se nourrissait en permanence, projetant des radiations dans toutes les directions. En 2024, Webb les avait repérés dès 430 millions d'années après le Big Bang. Il ne devrait pas y avoir eu assez de temps pour qu'ils grandissent autant par n'importe quel processus que nous comprenons. Que nous dit cela sur le nôtre? Que ce que nous voyons en ce moment, un trou noir tranquille et bien élevé qui reste immobile, n'est pas la façon dont ces choses se comportent normalement. Chacun de ceux que Webb a trouvés dans l'univers primitif était violent en permanence. Alors, le nôtre est-il vraiment calme ou est-il juste entre 2 repas? Parce que s'il se réveille et projette un autre jet, et que cette fois l'angle est plus proche de notre système solaire, la radiation frappe l'héliosphère, arrache la protection magnétique, et la couche d'ozone disparaît. Pas dans 1000 ans, en quelques mois. Nous ne pouvons pas le prédire. Nous ne pouvons pas le voir venir, parce qu'au moment où la lumière du jet nous atteint, la radiation est déjà là. Et vous penseriez qu'un trou noir au centre de la galaxie est la pire chose qui puisse nous atteindre sans prévenir. Ce n'est même pas proche. Quand une étoile massive s'effondre, elle ne fait pas que mourir. Elle projette un faisceau d'énergie si puissant que 10 secondes de ce faisceau transportent plus d'énergie que notre Soleil n'en produira en 10 milliards d'années. Ce faisceau traverse la galaxie à la vitesse de la lumière. Tout ce qui se trouve sur son passage disparaît. Pas sur des siècles, en quelques secondes. En 2024, Webb a détecté l'un de ces sursauts datant d'une époque où l'univers avait moins d'1 milliard d'années. Depuis combien de temps éclate-t-il? Depuis presque le tout début. Combien de planètes avaient quelque chose de vivant quand un faisceau a traversé leur ciel? Combien de fois la vie a-t-elle démarré quelque part pour s'arrêter en un éclair qu'elle n'a jamais vu? En 2004, un sursaut s'est produit dans notre propre galaxie. Un magnétar à 28 000 années-lumière de distance. Et même à cette distance, il a perturbé l'ionosphère terrestre. C'était un faible. Un effondrement complet à quelques milliers d'années-lumière, pointé dans notre direction, et la couche d'ozone disparaît en quelques heures. Aucun signe avant-coureur, aucune montée en puissance. Le faisceau se déplace à la vitesse de la lumière. Le moment où vous le détectez est le moment où il arrive. Alors qu'est-ce qui est pire qu'une chose qui vous tue en un éclair? Quelque chose qui le fait lentement et que vous ne voyez jamais. En 2023, Webb et Hubble ont trouvé un trou noir qui avait été éjecté de sa propre galaxie, voyageant à 3,5 millions de kilomètres par heure à travers l'espace ouvert, et derrière lui, une traînée d'étoiles nouveau-nées. En se déplaçant à travers des nuages de gaz, sa gravité seule comprimait tout ce qui se trouvait à proximité et allumait de nouvelles étoiles dans son sillage. Il ne construisait rien intentionnellement. Il ne faisait que passer, et tout ce qui se trouvait à proximité changeait. Que se passe-t-il si quelque chose comme cela passe près de notre système solaire? Cela n'a pas besoin de toucher quoi que ce soit. La gravité seule tire une planète hors de son orbite.
La Terre se rapproche du Soleil et la surface brûle. Elle s'en éloigne et tout gèle. Et les trous noirs ne brillent pas. Ils n'envoient pas de signal. Nous avons trouvé celui-ci parce qu'il a laissé une trace. Combien y en a-t-il là dehors sans trace? À quelle distance se trouve le plus proche de nous en ce moment? Et le saurions-nous avant que l'orbite ne commence à changer? Tous les quelques ans, un astéroïde passe suffisamment près de la Terre pour que quelqu'un doive calculer s'il va nous percuter. Et chaque fois, la réponse revient la même. Il passera à telle distance, à telle vitesse, sur telle trajectoire. Et nous faisons confiance à cette réponse parce que les mathématiques derrière ont été testées pendant des décennies. Les mêmes mathématiques qui suivent un astéroïde suivent la façon dont les planètes orbitent, comment les satellites maintiennent leur position, comment la gravité attire tout vers tout. Si ces mathématiques se sont correctes, nous pouvons voir ce qui arrive. Alors que se passe-t-il quand il s'avère qu'elles sont fausses? En 2023, Webb a regardé l'univers primitif et quelque chose clochait. Des objets brillaient bien plus que n'importe quel calcul ne le prédisait. Pas un ou deux. Plus de 300 sur de multiples observations. Les scientifiques sont revenus et ont tout retravaillé, changé les paramètres, ajusté les hypothèses, tout recalculé. En 2025, les nouveaux chiffres étaient plus proches, mais toujours décalés. Un écart 2 fois plus grand que quiconque peut expliquer. 300 objets plus lumineux que chaque version de chaque calcul que nous savons construire. Si les mathématiques ne peuvent pas obtenir la luminosité de quelque chose correctement, à quel point sommes-nous confiants qu'elles peuvent nous dire où un astéroïde sera dans 6 mois? À quel point sommes-nous confiants dans n'importe quelle trajectoire, n'importe quelle distance, n'importe quelle marge de sécurité? Et cela empire. Webb a trouvé des galaxies entièrement formées, datant d'une époque où l'univers n'avait que 500 millions d'années. Des milliards d'étoiles déjà rassemblées en structure. Selon tout ce que nous comprenons de la gravité, cela devrait prendre 2 à 3 milliards d'années, ce qui signifie soit qu'il y avait plus de masse que ce que nous connaissons, soit que la gravité était plus forte à cette époque qu'elle ne l'est maintenant. Et si la gravité change, alors qu'est-elle en ce moment? Parce que la gravité est ce qui maintient la Terre à sa place. Elle maintient la Lune en orbite. Elle empêche l'atmosphère de s'échapper dans l'espace. Tout ce qui rend cette planète habitable dépend du fait que la gravité soit exactement ce que nous pensons qu'elle est. Et nous venons de découvrir qu'elle n'a peut-être pas toujours été la même. Mais la prochaine découverte de Webb n'a rien à voir avec la gravité ou les mathématiques ou l'espace lointain. C'est à 4 années-lumière de nous. Ce pourrait être une planète. Et c'est la chose la plus proche de nous qui ait jamais montré un signal. Alpha du Centaure, l'étoile la plus proche de nous. 4 années-lumière. Si nous devons un jour atteindre une autre étoile, ce sera celle-ci en premier. Et en 2025, Webb a capté un signal thermique en provenant. Quelque chose en orbite autour de cette étoile émet de la chaleur. Cela pourrait être une planète, cela pourrait être un nuage de poussière, cela pourrait être rien. Nous ne pouvons pas le dire. L'étoile la plus proche du ciel entier, et nous ne savons pas s'il y a une planète là-bas. Alors combien de ce qui se trouve là-dehors voyons-nous réellement? Si nous ne pouvons pas déterminer ce qui se passe à 4 années-lumière, qu'est-ce que nous manquons à 10, à 100, à 1000? Chaque atome de fer dans votre sang a été fabriqué à l'intérieur d'une étoile qui est morte. Le calcium dans vos os, l'oxygène dans vos poumons, le carbone dans chaque cellule de votre corps, rien de tout cela n'était là quand le système solaire a commencé à se former. Tout a été construit dans le cœur d'une étoile qui a brûlé tout son carburant et s'est effondrée avant la naissance de notre Soleil. Quand elle a explosé, elle a dispersé tout ce qu'elle avait fabriqué à travers l'espace. Et une partie de ces débris s'est agglutinée pour devenir cette planète et, finalement, pour devenir vous. Vous existez parce que quelque chose a été détruit. Ce n'est pas une métaphore, c'est littéralement ce qui s'est passé. Mais à quel point cette destruction était-elle violente?
Et à quelle proximité doit-elle être avant qu'elle cesse de créer et commence à effacer? Webb vient de nous montrer que ce processus a commencé plus tôt et a frappé plus fort que ce que nous pensions. En 2024, il a trouvé la supernova la plus lointaine jamais enregistrée. Une étoile morte quand l'univers avait moins de 2 milliards d'années. Les premières étoiles étaient énormes, des centaines de fois plus massives que notre Soleil. Et quand elles ont explosé, les déflagrations étaient des dizaines de fois plus puissantes que tout ce que nous observons aujourd'hui. Chacune a anéanti tout ce qui se trouvait à proximité, tout en dispersant les éléments lourds qui allaient finalement devenir des planètes et des êtres vivants ailleurs. Un seul événement, deux résultats, et vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre. Combien de mondes étaient en train de construire quelque chose de vivant quand l'un de ces sursauts a explosé juste à côté? Combien de fois l'univers a-t-il distribué les ingrédients de la vie pour les reprendre au même instant? Le processus qui vous a fabriqué est encore en cours. Les étoiles meurent toujours, dispersent toujours, et l'une d'entre elles est proche. Bételgeuse, une supergéante rouge à 650 années-lumière de la Terre. Elle est proche de la fin de sa vie, s'assombrissant et s'éclairant déjà de façon que personne ne peut prédire. Quand elle explosera, ce sera l'objet le plus brillant du ciel pendant des mois. Mais ce n'est pas le problème. Si l'effondrement produit un faisceau de radiation focalisée pointée dans notre direction, il atteint la couche d'ozone et la détruit en quelques semaines. Le même type d'événement qui a construit chaque atome dont vous êtes fait, dirigé directement vers la planète sur laquelle vous vous tenez. Alors que faire avec cela? La force qui vous a créé et la force qui peut vous anéantir ne sont pas deux choses différentes. Elles ne l'ont jamais été. En 2024, Webb a trouvé la galaxie la plus lointaine jamais observée. Elle s'appelle JADES GSZ 14-0. Et la lumière qui en provient a voyagé pendant plus de 13 milliards et demi d'années. Quand cette lumière a quitté la galaxie, l'univers n'avait que 290 millions d'années. Moins de 2% de tout le temps avait passé. À ce stade, la matière avait à peine eu le temps de refroidir et de s'agglutiner. Les premières étoiles commençaient tout juste à s'allumer. On devrait trouver de petites taches pâles de gaz, peut-être quelques amas commençant à se rassembler. Rien de plus. Mais ce n'est pas ce que Webb a vu. Cette galaxie est brillante. Elle est grande. Elle produit déjà des éléments lourds et les organise en quelque chose qui semble avoir mis 1 milliard d'années à se construire. Et elle était là à 290 millions d'années. Comment rassembler autant de matière aussi vite? Quel processus fait cela quand chaque simulation que nous avons exécutée dit que cela prend 3 à 4 fois plus longtemps? Et elle n'est pas seule. Sur chaque image de champ profond, le même schéma apparaît. Plus Webb regarde vers le début, plus il trouve de choses déjà terminées, déjà massives, déjà organisées. Comme trouver une ville là où le béton n'a pas eu le temps de sécher. Chaque règle que nous avons dit que l'univers commence simple et devient complexe avec le temps. Webb nous montre qu'il était déjà complexe dès le départ. Alors, si nous ne comprenons pas comment ces premières structures se sont formées, que comprenons-nous réellement? Où cela vous laisse-t-il? Dans un univers où chaque réponse que Webb a trouvée a rendu les questions pires, et la plus grande est encore devant nous. Prenez un atome d'hydrogène, la chose la plus simple de l'univers. Un proton, un électron. Il ne pense pas. Il ne sent rien. Il ne sait pas qu'il existe. Prenez maintenant 100 000 milliards de ces atomes et arrangez-les avec de l'oxygène et du carbone et de l'azote et quelques dizaines d'autres éléments d'une manière très précise. Et soudain, cela pense, cela ressent, cela sait qu'il est vivant. C'est vous. Vous êtes de l'hydrogène qui est devenu complexe. Et la question à laquelle personne ne peut répondre, c'est à quel moment dans ce processus la conscience a-t-elle commencé? Parce que cela ne s'arrête pas. L'univers continue de pousser la matière vers la complexité. L'hydrogène s'effondre en étoiles. Ces étoiles forgent des éléments plus lourds, et quand elles meurent, elles les dispersent. Les éléments plus lourds se retrouvent,
forment des molécules organiques, et les molécules organiques commencent à construire des cellules. Puis, quelque chose se produit que personne ne peut expliquer. À un moment donné dans cette chaîne, la chimie commence à être consciente. Quand? À quelle étape? Y a-t-il une ligne entre la chimie morte et la chimie vivante, ou l'une glisse-t-elle dans l'autre si graduellement qu'il n'y a pas de ligne du tout? En 1995, Paul Davies a proposé que la vie n'est pas un événement improbable, que les lois de la physique sont configurées d'une manière qui pousse la chimie vers la biologie partout où les conditions le permettent. Pas par accident, mais par la conception des règles elles-mêmes. Et si c'est vrai, alors qu'êtes-vous? Pas un miracle, pas un accident unique sur une planète chanceuse. Vous êtes ce que la matière fait quand elle a assez de temps. Une réaction chimique qui a duré suffisamment longtemps pour devenir consciente d'elle-même. Et si c'est simplement ce que fait la matière, alors elle l'a fait avant. Quelque part là-dehors, elle a assemblé quelque chose qui pouvait penser, et puis quelque chose l'a détruit. Et elle le refera. Et quelque chose détruira cela aussi. Alors est-ce tout ce qu'est la conscience? Une étape temporaire que la matière traverse avant la prochaine extinction? Est-ce qu'elle recommence sans cesse? A-t-elle commencé et s'est-elle arrêtée 1 million de fois à travers la galaxie pendant que nous sommes assis ici à penser que nous sommes les premiers? Et y a-t-il quelque chose après cela? Une étape après la conscience que nous ne pouvons pas imaginer parce que nous ne l'avons pas encore atteinte? L'univers exécute ce processus depuis 13 milliards 800 millions d'années. Nous avons 300 000 ans. Qu'est-ce qui nous fait croire que nous sommes le produit fini? Parce que sans quelque chose pour l'observer, l'univers pourrait ne pas fonctionner du tout. Et ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. En 1927, Werner Heisenberg a découvert quelque chose qui a brisé notre façon de penser la réalité. À l'échelle la plus petite, celle des atomes et des particules, les choses n'ont pas d'état défini tant que quelque chose n'interagit pas avec elles. Avant cela, elles existent dans tous les états possibles à la fois. Un électron n'est pas ici ou là. Il est ici et là, et partout entre les deux, jusqu'au moment où il est mesuré. Alors il en choisit un. Ce n'est pas une théorie. Cela a été testé des milliers de fois pendant presque 100 ans. C'est l'un des faits les plus confirmés de toute la physique. Et personne ne sait pourquoi cela fonctionne ainsi. Qu'est-ce qui compte comme mesure? C'est là que cela devient étrange. Une pierre posée à côté d'une particule ne la fait pas s'effondrer. Une caméra dans une pièce vide ne la fait pas s'effondrer. Quelque chose doit interagir avec la particule d'une manière spécifique et enregistrer le résultat. Et depuis presque un siècle, les physiciens se disputent sur ce qu'est ce quelque chose. En 1961, Eugene Wigner est allé plus loin et a dit « Peut-être que la conscience elle-même est ce qui provoque l'effondrement, que sans un esprit pour enregistrer le résultat, la particule reste dans tous les états pour toujours. » La plupart des physiciens aujourd'hui n'iraient pas aussi loin. Mais demandez à n'importe lequel d'entre eux ce qui déclenche réellement l'effondrement, et vous obtenez le silence. L'univers pousse-t-il la matière vers les observateurs, non pas par hasard, mais par nécessité? La conscience est-elle la façon dont l'univers se rend réel? La matière a-t-elle passé 13 milliards 800 millions d'années à construire quelque chose qui pouvait la regarder parce qu'elle n'existe pas pleinement tant que quelque chose ne le fait pas? Nous ne pouvons pas le prouver. Peut-être ne le pourrons-nous jamais. Mais nous ne pouvons pas non plus l'ignorer parce que la physique derrière est testée et confirmée. Et les observateurs continuent d'apparaître partout où Webb a regardé. Mais rappelez-vous cette galaxie que Webb a trouvée au tout début. Jadès, celle qui ne devrait pas exister. Au moment où Webb a pris cette image, la galaxie était morte depuis des milliards d'années. Et elle n'est pas la seule. Chaque photographie que Webb prend est un mensonge. Non pas parce que les données sont fausses, parce que l'image vous montre quelque chose qui n'existe plus. La lumière de Jadès a quitté cette galaxie il y a 13 milliards et demi d'années. La galaxie que vous voyez sur l'image n'est pas là.
elle a changé au-delà de toute reconnaissance, ou elle a complètement disparu. Chaque chose que Webb nous a jamais montrée est un fantôme. Et ce n'est pas que Webb. Regardez le ciel ce soir. La lumière de l'étoile la plus proche est partie il y a 4 ans. La lumière de la grande galaxie la plus proche est partie il y a 2,5 millions d'années. Vous ne regardez pas l'univers. Vous regardez le passé. Chaque direction dans laquelle vous tournez est une profondeur différente du temps. Les objets proches sont le passé récent. Les objets lointains sont le passé ancien. Et nulle part, dans aucune direction, ne voyez-vous le présent. Le présent n'existe nulle part, sauf au point exact où vous vous tenez. Alors qu'est-ce que le présent? Où est-il? Existe-t-il une version de l'univers qui existe tout entière en un seul instant? Ou est-ce une illusion? Parce que le temps ne s'écoule pas à la même vitesse partout. Si vous vous déplacez vite, le temps ralentit pour vous. Si vous êtes près de quelque chose de massif, le temps ralentit pour vous. 2 personnes dans des champs gravitationnels différents ne sont pas dans le même maintenant. Leurs horloges ne battent pas au même rythme. Les satellites GPS corrigent cela chaque jour, sinon votre position dériverait de plusieurs kilomètres. En 1997, Juan Maldacena a prouvé mathématiquement que tout ce qui se passe à l'intérieur d'un espace tridimensionnel peut être parfaitement inscrit sur une surface plate autour de lui, comme un autocollant qui contient toute l'information sur ce qui se trouve à l'intérieur de la boîte. Pas approximativement, parfaitement. La profondeur, le sentiment qu'il y a de l'espace devant vous, pourrait ne pas être une propriété réelle de l'univers. Cela pourrait être la façon dont votre cerveau interprète quelque chose de plat. Et ce n'est pas juste des mathématiques sur une page. En 2017, une équipe l'a testé avec de vraies données gravitationnelles, et les résultats correspondaient. En 2023, un autre groupe a montré que les patterns d'intrication quantique se comportent exactement comme le modèle le prédit. L'univers a-t-il vraiment 3 dimensions? Ou est-ce juste une apparence? Et si c'est juste une apparence, alors tout ce que Webb a photographié, chaque galaxie, chaque trou noir, chaque planète, peut être décrit par de l'information sur une surface plate, y compris vous, y compris vos pensées, y compris le sentiment que vous avez en ce moment que cela ne peut pas être vrai. Si la réalité est peut-être une projection, alors qu'est-ce qui est réel? Pouvez-vous même répondre à cela de l'intérieur de la projection? En 2003, Nick Bostrom a poussé plus loin. Si une civilisation parvient un jour à simuler un esprit conscient, alors statistiquement, il y a bien plus d'esprits simulés que d'originaux. Les chances que vous soyez le vrai sont presque nulles. Et le principe holographique dit que l'univers pourrait déjà fonctionner de cette manière. L'information est la réalité. Il n'y a rien derrière à soulever et vérifier. Et vous ne pouvez pas tester votre sortie. Si vous étiez à l'intérieur d'une projection, vous verriez exactement ce que nous voyons. Un univers qui suit des règles qui se brisent au bord, des mesures qui se contredisent, un début qui est trop organisé, des choses qui existent là où elles ne devraient pas. Tout ce que Webb a trouvé correspond à un univers qui est réel. Et tout correspond aussi à un univers qui ne l'est pas. Et il pourrait n'y avoir aucune expérience qui vous dise lequel. Alors, à quoi vous accrochez-vous quand le sol sur lequel vous vous tenez pourrait être de l'information qui prétend être solide? Et pourtant, l'univers existe. Quelque chose est là au lieu de rien. Et pas seulement existe, il fonctionne. Les étoiles se forment, les éléments fusionnent, les planètes refroidissent, la chimie devient biologie. Les étoiles meurent plus vite qu'elles ne naissent en ce moment, à travers tout l'univers. Webb peut le voir. Quand il regarde les galaxies proches, il voit des régions de formation d'étoiles qui produisent de moins en moins. Quand il regarde le champ profond, il voit que le pic était il y a des milliards d'années. L'univers a fabriqué la plupart de ces étoiles tôt. Ce qui reste maintenant est la fin de la courbe. Et la courbe raccourcit. Suivez cela vers l'avant.
Chaque étoile qui brûle en ce moment finira par manquer de carburant. Les massives partent vite, en quelques millions d'années. Les moyennes, comme notre Soleil, prennent environ 10 milliards d'années. Et les plus petites, les naines rouges, brûlent si lentement qu'elles peuvent durer des milliers de milliards d'années. Mais même elles s'éteignent. Et quand la dernière naine rouge utilisera la dernière de son hydrogène et s'éteindra, il n'y aura rien pour la remplacer. Plus de nuages de gaz qui s'effondrent, plus de fusion qui s'allume. L'univers devient noir. Pas noir comme la nuit est noire quand vous savez que le soleil va revenir. Noir de la façon dont rien ne brûle plus nulle part, plus jamais. Et que reste-t-il? De la matière dispersée si ténue que rien ne touchera plus jamais rien d'autre. Les trous noirs existent encore, mais même eux ne durent pas. Ils fuient de l'énergie si lentement que vous ne le remarqueriez jamais. Mais sur des milliers de milliards d'années, ils rétrécissent et finissent par disparaître. Et après cela, il n'y a plus de lumière, plus de chaleur, plus de structure. Rien ne change, rien ne bouge, rien n'interagit avec rien parce que tout est trop éloigné. L'univers est toujours là, mais il est vide de toutes les façons qui comptent. Quand la dernière étoile mourra-t-elle? Les dernières naines rouges brûleront pendant environ 100 000 milliards d'années. L'univers a actuellement 13 milliards 800 millions d'années. Cela signifie que nous sommes dans la première fraction d'1% du temps pendant lequel les étoiles existeront. Le tout début. Et en ce moment, sur cette planète, dans cette tranche de temps, quelque chose est vivant qui peut lever les yeux et comprendre tout cela. Quelles sont les probabilités? Quelles sont les chances que vous existiez précisément maintenant, pendant la seule fenêtre où l'univers est illuminé? Mais voici ce que Webb a aussi trouvé. À l'intérieur de ces nuages de gaz mourants, quelque chose se construit en ce moment. Et cela ressemble exactement à ce qui nous a construits. En 2022, Webb a pointé vers les piliers de la création. Hubble les avait photographiés avant. De hautes colonnes de gaz et de poussière dans la nébuleuse de l'Aigle. Mais Hubble ne pouvait voir que la surface. Webb voit à travers la poussière. Et quand il a regardé à l'intérieur de ces piliers, il a trouvé ce que Hubble n'avait jamais pu voir. Des étoiles nouveau-nées, des centaines, encore en train de se former, attirant encore du gaz sur elles-mêmes et s'allumant pour la première fois. Certaines d'entre elles n'ont que quelques centaines de milliers d'années. En termes cosmiques, elles se sont allumées hier. Et autour de beaucoup de ces étoiles, Webb peut voir autre chose. Des anneaux plats de gaz et de poussière tournant autour des jeunes étoiles comme de l'eau descendant dans un siphon. Des disques protoplanétaires. La matière première des planètes. En ce moment, à l'intérieur de ces disques, des grains de poussière se collent les uns aux autres. Des amas se forment. Certains de ces amas deviendront des roches, et certaines de ces roches deviendront des planètes, et certaines de ces planètes refroidiront et développeront des atmosphères et des océans. Comment le savons-nous? Parce que c'est exactement ce qui est arrivé à la Terre il y a 4 milliards et demi d'années. Nous regardons cela se reproduire pour quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas seulement dans les piliers. Dans la nébuleuse de la Carène, Webb a trouvé des jets de matière projetés par des étoiles si nouvelles qu'elles n'ont pas fini de se former. Des proto-étoiles dévorant encore leurs nuages de naissance. Et autour d'elles, les mêmes disques. Et dans certains de ces disques, Webb a détecté de la vapeur d'eau. Pas de la glace, de la vapeur. L'eau est plus difficile à tuer que ce que nous pensions. Elle apparaît là où elle ne devrait pas. Elle survit là où elle ne peut pas. Mais rien de tout cela ne durera peut-être. L'univers meurt. Les étoiles s'éteignent. La fenêtre se ferme. Et à l'intérieur de cette fenêtre qui se ferme, le processus qui vous a fabriqué tourne en ce moment sur des milliers de nouveaux mondes, construisant de nouvelles planètes, les remplissant d'eau, lançant la chimie. Est-ce qu'il construit de la vie nouvelle en ce moment? Est-ce que quelque chose se réveillera
sur l'un de ces mondes dans 1 milliard d'années et se demandera s'il est seul. Webb a trouvé une seule étoile, l'étoile individuelle la plus lointaine jamais observée. Et elle est morte depuis des milliards d'années. Mais nous la voyons seulement maintenant, vivante. Elle s'appelle Earendel. Cela signifie « étoile du matin » en vieil anglais. Webb l'a trouvée en 2022. La lumière qui en provient a voyagé pendant 12 milliards 900 millions d'années. Quand cette lumière a quitté l'étoile, l'univers avait moins d'1 milliard d'années. Il n'y avait pas de planète comme la Terre, pas de système solaire comme le nôtre, pas de vie nulle part que nous connaissions. Juste de jeunes étoiles massives brûlant leur carburant rapidement. Et Earendel était l'une d'entre elles. Suffisamment massive pour qu'elle ait probablement déjà été en train de mourir quand sa propre lumière avait traversé son système solaire. Depuis, elle a disparu. Une étoile de cette taille brûle vite et meurt vite. Elle a explosé dans les quelques millions d'années suivant le départ de la lumière que nous voyons. Et quand elle a explosé, elle a dispersé des éléments lourds dans le gaz autour d'elle. Ces éléments ont fini dans la génération suivante d'étoiles et la suivante, et finalement dans un nuage de gaz qui s'est effondré et est devenu notre Soleil, notre planète et vous. Quand vous regardez l'image d'Earendel, vous regardez peut-être l'une des choses qui a dû mourir pour que vous existiez. Pas métaphoriquement. Les atomes de votre corps sont passés par des étoiles comme celle-ci. Et vous la voyez brûler pour la première fois au moment exact où vous êtes fait de ce qu'elle est devenue. Chaque galaxie dans l'univers est connectée à chaque autre galaxie. Pas uniquement par la gravité, mais par la structure. De minces filaments de matière s'étirant sur des millions d'années-lumière entre les amas de galaxies comme des fils dans une toile. Là où les fils se croisent, les galaxies se forment. Là où ils ne le font pas, il n'y a rien, des vides de centaines de millions d'années-lumière de diamètre, avec presque aucune matière dedans. L'univers n'est pas aléatoire, il a une toile, et Webb peut la voir. En 2023 et 2024, Webb a tracé cette toile plus loin et avec plus de détails que quoi que ce soit avant lui. Et le motif est le même partout, à chaque distance, à chaque âge. La toile est là depuis presque le début. L'univers n'a pas dispersé les galaxies au hasard pour les laisser se trier elles-mêmes. Quelque chose les a organisées. Quelque chose a construit la toile avant que les premières étoiles ne s'allument. Quoi? Nous ne le savons pas, et cela empire. 85% de ce dont la toile est faite est de la matière noire. Nous ne l'avons jamais détectée directement. Nous ne savons pas quelle particule c'est. Nous ne savons pas à quelle force elle répond. Nous savons seulement qu'elle est là parce que sans elle, les galaxies tournent trop vite pour rester rassemblées. Elles devraient se disloquer, et elles ne le font pas. Quelque chose d'invisible les retient. Et ce même matériau invisible est ce dont les filaments sont faits. Toute la structure de l'univers est construite à partir de quelque chose que nous ne pouvons pas identifier. Mais sans cela, rien ne tient. Aucune galaxie ne reste assemblée. Aucun système stellaire ne garde sa forme. Tout se disloque. Vous vivez à l'intérieur d'une toile que vous ne pouvez pas voir, construite à partir d'un matériau que vous ne pouvez pas détecter, organisée par un processus que personne ne comprend. Nous regardons 5% de ce qui existe et nous appelons cela l'univers. Les 95% restants sont invisibles et ils dirigent tout. Il y a un mur de lumière qui nous entoure dans toutes les directions. C'est la chose la plus ancienne que nous pouvons voir. Elle a été libérée environ 380 000 ans après le Big Bang, quand l'univers a suffisamment refroidi pour que les atomes se forment et que la lumière puisse enfin voyager sans heurter quelque chose. Avant cela, tout était si chaud et dense que les photons ne pouvaient pas bouger. Ils rebondissaient. Et puis, en un instant, l'univers s'est éclairci et toute cette lumière piégée a été libérée d'un coup, dans toutes les directions. Et elle voyage depuis lors. Nous l'appelons le fond diffus cosmologique. Et il arrive encore.
Quand vous réglez une radio sur de la friture, une partie de cette friture est cette lumière. Des photons qui voyagent depuis 13 milliards 800 millions d'années et qui atterrissent sur votre antenne. Vous avez baigné dans la première lumière de l'univers toute votre vie. Chaque personne qui a jamais vécu a été touchée par elle. Et personne ne l'a remarqué jusqu'en 1965, quand deux ingénieurs des Bell Labs ont trouvé un bruit de fond dans leur équipement dont ils ne pouvaient pas se débarrasser, et ont accidentellement découvert l'écho du commencement de tout. Et voici ce qui rend cela étrange. Il est presque parfaitement uniforme. La même température dans toutes les directions, 3 degrés au-dessus du zéro absolu partout où vous regardez. Ce qui ne devrait pas être possible. Des régions de l'univers qui n'ont jamais été en contact l'une avec l'autre, qui sont si éloignées que rien n'aurait pu voyager entre elles, même à la vitesse de la lumière pendant toute la durée de l'univers, ont la même température. Comment deux endroits qui ne se sont jamais touchés finissent-ils exactement identiques? C'est comme trouver deux inconnus aux extrémités opposées de la planète portant la même tenue jusque dans la composition du tissu. Personne ne l'a coordonné. Personne n'aurait pu le faire. Et pourtant cela correspond. La meilleure explication que nous ayons est l'inflation. Que dans la première fraction d'une fraction de seconde, l'univers s'est étendu plus vite que la lumière. Que tout ce que nous voyons était autrefois un minuscule point plus petit qu'un atome. Et tout avait la même température parce que tout était le même point. Et puis cela a gonflé si vite que l'uniformité a été verrouillée avant que quoi que ce soit ne puisse changer. Est-ce que cela ressemble à quelque chose que nous comprenons ou à quelque chose à quoi nous avons donné un nom pour pouvoir cesser d'y penser? Parce que l'inflation résout le problème, mais personne ne sait ce qui l'a causé. Personne ne sait ce qui l'a arrêté. Personne ne sait si elle se produit encore quelque part, en dehors de notre univers observable en ce moment, gonflant de nouvelles régions en de nouveaux univers, avec de nouvelles constantes et de nouvelles versions de tout. La lumière la plus ancienne que vous pouvez voir est une photographie d'un mystère. Un mur qui se ressemble dans toutes les directions pour des raisons que nous avons nommées mais pas résolues. Et derrière ce mur se trouve tout ce que nous ne pouvons pas voir. Quoi que ce soit qui s'est passé dans les 380 000 premières années, quoi que ce soit qui ait fixé les constantes, quoi que ce soit qui ait décidé que cet univers serait un univers où quelque chose pourrait se réveiller et demander pourquoi il existe, tout cela est derrière le mur. Et nous ne verrons jamais au-delà. Mais Webb s'en est approché plus que quoi que ce soit avant. Et plus il s'en est approché, moins les choses avaient de sens. Parce que juste contre ce mur, il y a des structures qui n'ont pas eu le temps de se former. Des galaxies qui n'ont pas eu le temps de se construire. Et de la lumière d'étoiles qui n'aurait pas dû encore exister. Soit quelque chose était là avant le mur, soit le mur n'est pas le commencement. Et nous ne savons pas lequel. Tout le monde suppose que le Big Bang est le commencement. Temps égale 0, rien avant. Mais ce n'est pas ce que dit la physique. Le Big Bang n'est pas une explication de la façon dont l'univers a commencé. C'est une description de l'état le plus ancien jusqu'auquel nous pouvons calculer en remontant, un point où la température et la densité vont vers l'infini et où les équations cessent de fonctionner. Ce n'est pas un début, c'est un mur, et nous ne savons pas ce qu'il y a de l'autre côté. En 2020, Roger Penrose a reçu le prix Nobel en partie pour ses travaux sur les trous noirs. Mais il a passé des années sur quelque chose de plus étrange, la cosmologie cyclique conforme. L'idée est que l'univers s'étend jusqu'à ce que tout soit mort. Plus de structure, plus de matière, juste du rayonnement vide. Et à ce point, l'univers mort devient mathématiquement indistinguable d'un nouveau Big Bang. La fin est le commencement. Et cela se produit depuis toujours, cycle après cycle, univers après univers. Y a-t-il des preuves? Penrose affirme avoir trouvé des motifs circulaires dans le fond diffus cosmologique. Des anneaux qu'il dit être des échos de trous noirs s'évaporant dans l'univers précédent, suintant dans le nôtre. La plupart des physiciens sont sceptiques.
le signal est faible. Cela pourrait être du bruit. Mais personne ne l'a exclu. Et Webb prend les mesures les plus précises jamais réalisées du fond diffus. Si ces anneaux sont réels, Webb pourrait les trouver. Et si c'est le cas, alors tout ce qui a jamais existé a existé avant. Avez-vous déjà été ici? Pas vous spécifiquement, mais quelque chose qui a pensé et ressenti et s'est demandé s'il était seul. Est-ce que cela s'est produit 1 billion de fois déjà? Est-ce que cela a été effacé à chaque fois? Est-ce que cela est revenu à chaque fois? Webb a pointé vers la nébuleuse de l'anneau austral et capturé une étoile en pleine mort. Pas 1 million d'années après, pas le résidu. L'acte lui-même. Une coquille de gaz en expansion vers l'extérieur, en temps réel. Couche après couche de matériaux que l'étoile avait passé des milliards d'années à construire, projetés dans l'espace. Et à l'intérieur de cette coquille, Webb a trouvé quelque chose que Hubble avait manqué. Une seconde étoile. L'étoile mourante n'est pas seule. Elle a une compagne. Et la compagne façonne la façon dont la mort se déroule, attirant le gaz en spirale et en jet, sculptant l'explosion. La mort d'une étoile n'est pas un événement unique. C'est une conversation entre deux objets. Et ce qui reste compte, ces couches de gaz sont pleines d'éléments lourds, carbone, oxygène, silicate, les mêmes matériaux qui finissent dans les planètes et finalement dans les gens. Le gaz n'est pas juste des éléments bruts. Il forme déjà des molécules, s'organise déjà. L'étoile est morte et son cadavre construit déjà la chose suivante. Il n'y a aucun écart entre destruction et création. Pas même une pause. L'une est déjà à l'intérieur de l'autre avant que la première ne soit terminée. Il y a environ 300 millions d'années, une galaxie plus petite a percé le centre d'une plus grande. Elle est passée à travers, comme une balle, à travers une vitre. Et la plus grande galaxie ne s'est pas effondrée. Elle a résonné. L'impact a envoyé une onde de choc vers l'extérieur depuis le centre, comme une ondulation dans un étang. Et cette ondulation bouge encore. Webb l'a photographiée en 2022. La galaxie de la roue de chariot, un anneau d'étoiles bleu vif encerclant le bord extérieur, là où l'onde de choc se trouve en ce moment. De nouvelles étoiles s'allumant le long du front de l'onde alors qu'elles poussent à travers le gaz. Des milliards d'étoiles qui n'existeraient pas si la collision ne s'était pas produite. Une galaxie a été détruite, et la destruction a créé plus d'étoiles que la galaxie n'en avait avant d'être frappée. Et ce n'est pas rare. Webb a trouvé des collisions et des fusions partout où il a regardé. Les galaxies ne restent pas immobiles. Elles s'attirent. Elles orbitent. Elles s'écrasent. Le quintet de Stéphane. 5 galaxies prises dans une lente collision qui dure depuis des millions d'années. Webb a capturé des ondes de choc, entre elles plus grandes que notre galaxie entière. Et au milieu de tout ce chaos, de nouvelles étoiles se forment. Toujours. Peu importe la violence de la collision, il y a quelque chose en train de se construire à l'intérieur. Et cela vient vers nous. La Voie lactée et la galaxie d'Andromède se déplacent l'une vers l'autre à 300 km par seconde. Dans environ 4 milliards et demi d'années, elles entreront en collision. Pas une balle à travers une vitre cette fois. Une fusion lente. 2 spirales s'enroulant l'une dans l'autre sur des centaines de millions d'années. Notre Soleil survivra probablement. Il sera projeté dans une nouvelle orbite, dans une nouvelle galaxie qui ne ressemblera à aucune des deux originales. Le ciel nocturne sera méconnaissable. La première image complète que Webb ait jamais publiée date du 12 juillet 2022. Elle s'appelle « Le premier champ profond de Webb ». Elle montre un amas de galaxies appelé SMACS 0723. Et en arrière-plan, derrière cet amas, étirés et grossis par lentilles gravitationnelles, se trouvent des milliers de galaxies, certaines datant du premier milliard d'années de l'univers. Dans un morceau de ciel pas plus grand qu'un grain de sable tenu au bout du bras, il y a plus de galaxies que quiconque ne s'y attendait. Des milliers, chacune contenant des milliards d'étoiles.
chacune de ces étoiles potentiellement orbitée par des planètes, dans un seul grain de sable. Et c'est une image, un minuscule morceau. Webb en a pris des centaines depuis, et dans chaque direction où il pointe, la même chose. Plus de galaxies, plus d'étoiles, plus de structures, plus de complexité. L'univers n'est pas principalement vide, il est plein, d'une façon écrasante, incompréhensible. Et chaque chose dans chacune de ces galaxies est soumise à la même physique qui vous gouverne. La même gravité, la même chimie, les mêmes forces construisant et détruisant en même temps. Tout ce que Webb a trouvé en 3 ans est dans cette première image. Les galaxies primitives, les trous noirs impossibles, la chimie organique, les collisions, la poussière, tout y est si vous savez comment regarder. Et vous le regardez. C'est la partie qui n'a toujours pas de sens. Un univers aussi vaste, aussi vieux et aussi violent a produit quelque chose sur une petite planète qui peut prendre une photographie du tout et ressentir quelque chose à ce sujet. Vous n'êtes pas en dehors de cette image. Vous êtes dedans. Vous êtes fait du même matériau que chaque galaxie dans ce cadre, assemblé par le même processus, soumis aux mêmes forces. Et vous êtes la seule partie de tout cela qui sait, la seule partie qui a regardé en retour. Alors qu'est-ce que Webb a réellement trouvé en 3 ans? Il a trouvé que la planète, que nous devons quitter, orbite autour d'une étoile que la plupart des planètes n'obtiennent pas, que les options de secours sont mortes, que l'horloge que nous utilisons pourrait être cassée, que les ingrédients de la vie sont partout et qu'aucun n'a survécu, que l'univers est invisible à 95% et que la plus grande partie de ces 95% déchire tout, que les règles que nous utilisons pour prédire ce qui se passe ensuite ne fonctionnent pas au commencement et pourraient ne pas fonctionner maintenant, que les structures qui tiennent tout ensemble sont faites de quelque chose que nous ne pouvons pas nommer, que les premières choses à exister étaient déjà trop grosses, trop complexes et trop précoces, que les étoiles meurent plus vite qu'elles ne naissent, que la chimie de la vie s'assemble d'elle-même automatiquement dans le noir entre les étoiles, que les galaxies entrent en collision et construisent et détruisent dans le même mouvement, qu'il y a des milliards d'objets dérivant entre les étoiles dont nous ignorions l'existence, que la poussière dont nous sommes faits est apparue avant qu'elle n'aurait dû, et que dans un seul grain de sable pointé vers le ciel, il y a plus de monde que quiconque de vivant ne pourra jamais compter. Et vous avez regardé tout cela, chaque image, chaque chiffre, chaque chose impossible, et vous êtes toujours là. L'univers ne vous a pas demandé de regarder. Il n'a pas construit Webb. Il n'a pas décidé de découvrir de quoi il est fait. Vous l'avez fait. Une chose faite d'étoiles mortes sur une planète temporaire autour d'une étoile ordinaire, dans un bras d'une galaxie, dans un coin d'une toile qu'elle ne peut pas voir, a décidé de pointer un miroir vers le bord du temps et de demander ce qu'il y a, là dehors. Et quand la réponse est revenue, et que la réponse était principalement sombre, et principalement violente, et principalement vide, et principalement mourante, vous ne vous êtes pas arrêté. Vous avez continué à regarder. Ce n'est pas rien. De tout ce que l'univers a fabriqué en 13 milliards 800 millions d'années à travers 100 milliards de galaxies, la seule chose que nous connaissions qui ait jamais regardé en retour, c'est vous. Pas votre espèce, dans l'abstrait. Vous, celui qui écoute cela en ce moment. Vous êtes la façon dont l'univers se voit lui-même. Et que cela ait été le but depuis le début, ou qu'il n'y ait pas de but du tout, ne change pas le fait que vous êtes ici en train de le faire en ce moment, dans la seule fenêtre de temps où les étoiles sont encore allumées, où la chimie tourne encore, et où la lumière du commencement arrive encore. Oui, la planète ne durera pas. L'étoile ne durera pas. La galaxie ne durera pas. L'univers lui-même refroidira, se videra et deviendra noir. Tout ce que Webb nous a montré dit que la fenêtre dans laquelle nous sommes est petite. Plus petite que quiconque ne le pensait avant que Webb ne décolle. Et tout en dehors de cette fenêtre,
n'est soit pas encore construit, soit déjà parti. Mais vous êtes à l'intérieur en ce moment, au seul moment de l'histoire entière de tout, où il y a quelque chose ici qui peut regarder tout cela et comprendre ce qu'il voit. Et cette fenêtre n'est pas juste un accident cosmique. Elle est la vôtre. Chaque matin, vous vous réveillez dedans. Chaque conversation que vous avez se produit à l'intérieur. Chaque personne que vous avez aimée existe dans la même tranche de temps entre la première lumière et la dernière étoile. Et aucun télescope ne vous dira jamais quoi faire avec cela. Aucune équation ne le résoudra. Aucun modèle ne prédit ce qui compte et ce qui ne compte pas. Cette partie n'est pas de la physique. Cette partie, c'est vous. Webb a été construit pour répondre aux plus grandes questions que les humains aient jamais posées. D'où venons-nous? Sommes-nous seuls? Comment cela finit-il? Et les réponses qu'il a renvoyées sont plus dures que quiconque ne l'avait prévu. L'univers est plus hostile et plus beau et plus étrange et plus indifférent que ce que nous pensions. Mais il a aussi fait quelque chose que personne n'avait prévu. Il a fait paraître les petites choses différentes. Quand vous savez que les étoiles meurent, la lumière qu'elles émettent en ce moment compte davantage. Quand vous savez que la fenêtre se ferme, le fait qu'elle soit encore ouverte compte davantage. Quand vous savez à quel point il est improbable que vous existiez, le fait que vous soyez ici en ce moment compte davantage. C'est ce que Webb nous a donné. Pas du réconfort, pas de la réassurance, de la perspective. Le genre qui ne fait pas disparaître vos problèmes, mais qui leur donne la bonne taille. Parce que dans un univers aussi vieux et aussi vaste et aussi violent et aussi silencieux, quoi que vous traversiez en ce moment, vous pouvez le supporter. C'est petit. Non pas parce que cela n'a pas d'importance pour vous, cela en a, mais parce que vous êtes la seule chose dans 100 milliards de galaxies à qui quoi que ce soit est jamais importé. Et cela fait de vous la chose la plus importante que l'univers ait jamais produite. Non pas parce qu'il l'a voulu, mais parce que rien d'autre de ce qu'il a fait ne peut porter de sens. Il n'y a que vous qui puissiez faire cela. Et c'est là que je laisserai ces 3 années de James Webb, des dizaines de découvertes, et une question qu'aucune d'entre elles n'a pu résoudre. Que faites-vous maintenant?